Donc petit récap des prélims là, de cette carte à Perth en Australie de l'Ouest. Et maintenant, donc, ce qu'on observe depuis 1 an en tout cas, c'est que beaucoup de recrues nous viennent de l'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Et le stick kickboxing s'en frotte les mains forcément. Voyons voir ça, c'est parti. La soirée débute dans une salle quasiment vide. On est donc avec le deuxième combat de Tainara à l'UFC chez les poids pailles. Tainara Alexia qui nous vient donc de la Ribas Family au Brésil, qui joue ici un gros enjeu pour elle, son entrée dans le top 15 puisqu'elle va affronter Loma Lookboonmee. Tainara qui était au Contender Series l'an dernier, qui a fait forte impression chez certains. J'ai toujours du mal avec son style, mais autant dire qu'elle est dynamique et qu'elle est volontaire dans la cage. Elle part ici favorite contre Lookboonmee, donc qui est numéro 14 à l'heure actuelle au classement, et qui est donc underdog et qui a statistiquement à 0-2 en tant que underdog à l'UFC, donc un score qui laisse craindre le pire pour elle malheureusement ici, alors qu'elle est sur un win streak de 4. Et c'est ça qui me pose problème, c'est qu'elle est sur un win streak de 4 et qu'elle doit encore regarder en arrière la Thaïlandaise, qui pourtant, bon, pas forcément promue par l'UFC, mais elle a quand même une super carrière, quoi. Je trouve que ses seules défaites, c'est Godinez et Brésil, qu'elle est très intéressante à voir dans la cage, mais qu'elle n'est pas vraiment mise en valeur. Ça aurait été bien de la voir affronter un peu le top 10, mais bon, ce n'est pas grave. Le combat commence et on est sur du classique, du côté de part et d'autre. La Thaïlandaise qui va envoyer donc ses calfs et chercher le Muay Thai. De l'autre côté, Tainara qui elle va faire pas mal de micro-mouvements, pas mal de bonnes feintes. C'est son style. Voyons le coup classique, Lookboonmee qui envoie ses leg kicks. Du coup, Tainara bien préparée, elle va travailler sur sa droite en contre pour punir ce genre de frappe. Lookboonmee qui va travailler sur ses kicks, donc pas mal de high kicks. Et d'ailleurs, on verra surtout après au deuxième round, beaucoup de tous les kicks à tous les niveaux. Elle va vraiment varier les niveaux, ce qui va pouvoir poser problème à Tainara, mais pas tant que ça. Parce que pourquoi Tainara Tainara, elle va chercher en fait à lutter et à gérer le sol. Elle joue de son physique qui est bien meilleur que celui de Lookboonmee, qui est plus petite avec une moins bonne allonge, même si en fait son déficit d'allonge, la Thaïlandaise s'en sort très bien là-dessus dans ses combats. Mais c'est vrai que dans les phases de grappling, c'est plus compliqué. Et pourtant, Tainara, voilà, c'est pas vraiment du très bon niveau dans sa recherche de clinch. Premier round, Tainara va avoir une bonne séquence où elle va envoyer un push kick, faire rebondir Lookboonmee contre la cage, envoyer ensuite un spin kick plein ventre. Il va y avoir le tournant du premier round, c'est quand la Thaïlandaise va vraiment rater un takedown et elle va se faire lourdement punir dessus puisque Tainara va se jeter dessus. Au sol, donc beaucoup de ground and pound. Même si on va le voir pendant tout le combat, Tainara a des problèmes pour maintenir Loma au sol. Mais bon, on va bien travailler sur son ground and pound, ce qui va être suffisant en termes d'impact. Quand le deuxième round commande, c'est Loma qui va être sautillante. Comme je dis, travailler sur les kicks. Toujours pareil, Tainara, choper des kicks, choper des amenés au sol, chercher le clinch. Mais Lookboonmee va montrer une très bonne défense au sol, se relever. Et ça va continuer comme ça. Au troisième round, également la même chose. On n'aura pas de nouveautés de part et d'autre. Donc la stratégie effectivement d'être en position dominante pour Tainara va payer. Elle remporte ce combat à la décision. Je vous avoue que ce combat ne m'a pas appris grand chose ni sur l'une ni sur l'autre. Et c'est vrai que Lookboonmee qui je trouvais qu'il était sur une bonne dynamique en 2024, là avec son dernier combat et celui-ci, voilà, je vois encore des limites malheureusement. Et j'ai des doutes sur son avenir dans le roster. Tainara très intéressant, elle sait être explosive, elle sait être en maîtrise. Pas mal de bonnes choses. Je la trouve quand même surcotée, bien sûr, mais on verra ce que ça donne une fois dans le top 15 du coup. Deuxième combat, on passe chez les poids lourds avec un combat qui n'était pas prévu à la base ici sur cette carte, puisque c'était un combat prévu pour les Contender Series il y a 1 mois de ça. Les deux donc sont inconnus à l'UFC, ils ne font pas partie du roster. On va avoir, et là ça y est, on commence à rentrer dans le vif du sujet, cette carte qui est pour la scène locale. On a donc Brando Piricic qui est du City Kickboxing. Donc voilà, qui m'ont encore placé de nouveaux combattants dans le roster UFC. Un lutteur australien, 4-1 en carrière, contre Elisha Ellison, qui lui est à 5-1 en carrière. Donc on ne passe pas par la case Contender Series, on a tout de suite le combat donc à l'Australie de l'Ouest à Perth, et ça commence assez fort, puisque Piricic arrive, se précipite un peu, on voit quelques feintes très vifs, on le voit très vif, des kicks très variés, il cadre son adversaire. Au bout d'un moment, Ellison va devoir blitz pour se dégager, parce que Piricic lui recule en ligne. Gros crochet du droit de Piricic qui connecte. Du coup, Ellison va devoir lutter pour recomposer.
C'est un échec, donc une pluie de crochets du droit à la relevée de la part de Perisic. Ellison qui veut se dégager, mais qui se fait moins clinch. Il finit par se dégager, mais il n'y a pas de défense debout. Heureusement, il n'en pâtit pas trop, il n'est pas trop puni là-dessus, parce que Perisic, lui, va juste maintenir la pression. Ce qu'il fait très bien, vraiment, c'était un très bon combat de la part de Perisic ici. Ellison qui va tenter ce double leg complètement raté. Il se prend des bons coups de coude là, bons coups de coude sur la tempe. Il cherche autre chose, donc il emmène Perisic sur lui au sol. Très mauvaise idée. Du coup, Perisic qui va le finir avec du gros ground and pound. Perisic gagnera une prime là-dessus sur ce combat. Prometteur. En tant que poids lourd, c'est vrai que là, ça fait plaisir à voir ce genre de combat. Et donc, par la suite, on aura Luana Carolina, la brésilienne, qui depuis 2019 combat en flyweight à l'UFC et qui est d'ailleurs sur un win strike de 3. Prendre ce combat, donc la catégorie du dessus, où elle part underdog contre Michelle Montag, une néo-zélandaise qui combat pas mal au PFL et qui s'entraîne à l'American Top Team en Floride, qui est invaincue, un 6-0 en carrière, et toutes ses victoires, ce sont des étranglements arrière. Premier combat donc pour Montag ici à l'UFC, en bantam. Elle affiche un bon physique, bien solide. Le combat se lance et de suite, on va voir un petit peu comment le combat va se dérouler en entier, puisque Michelle Montag va chercher à mettre un peu de pression en cherchant à striker en avant avec des 1-2 pas vraiment folichons. Et tout ça va bien faire rire un petit peu Carolina, parce qu'effectivement, Michelle Montag a de grosses lacunes debout au niveau du striking. Carolina va pouvoir très bien la contrer dans son jeu là-dessus, que ce soit avec des bonnes remises, mais aussi grâce à des stop kicks et des push kicks pour l'empêcher d'avancer. Parce que Montag, une fois qu'elle va être au contact et en clinch, elle va chercher surtout à amener au sol. D'ailleurs, elle va slammer, slam bien, Carolina. Et du coup, les phases au sol, intéressant parce que Montag va avoir des difficultés à passer outre la défense de Carolina, qui a une excellente défense, une excellente intelligence de défense au sol. Tout ce que Montag pourra faire, c'est du ground and pound. De son côté, Carolina, voilà, intelligente, les scrumbles, les menaces de soumission, une bonne défense pour les soumissions. Ground and pound, ça va, elle arrive un petit peu à s'en défendre, mais voilà, du coup, un premier round assez serré, puisque d'un côté, on a cette phase un petit peu dominante en fin de round de Montag sur le grappling, où Carolina, elle, par contre, a envoyé plus de dégâts. Au niveau du scoring un peu particulier. Deuxième round, ça va être un peu la même chose. Il va y avoir cette séquence où Carolina va très bien connecter après une feinte de crochet du gauche pour envoyer un gros swing du droit. Mais elle n'arrive pas à capitaliser dessus. Elle n'arrive pas à essayer de se jeter sur Montag, mais elle se retrouve très vite en position encore dos sur le sol. Et Montag va encore profiter de cette position dominante. Mais Carolina fait une erreur, puisqu'elle va envoyer ce up kick, le talon qui percute le menton de Montag. Pénalité pour elle. Ça repasse debout et là c'est l'excellent single à l'ouvert de Michelle Montag. Carolina se retrouve encore au sol. Bref, bis repetita. Et cette fois-ci, troisième round, c'est Montag qui sourit parce qu'elle sait que sa stratégie fonctionne. Elle arrive très bien à amener au sol et empêcher Carolina de se relever en règle générale. Carolina qui debout confirme encore qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de déchets dans son jeu. C'est vrai qu'au premier round, elle avait du mal avec les distances parce que Montag faisait quand même un petit peu de in and out, mais pas tant que ça. Et après, elle a pu s'en donner à cœur joie, Carolina. Mais c'est tout. La plupart du combat se passait au sol et c'est là le problème parce que Montag va gagner à la décision unanime là-dessus. Stratégie payante. Mais voilà, Carolina, même si elle est très solide, ça fait partie de ces combattants qui, étant très à l'aise au sol en JJB, se font un peu avoir par le fait de ne pas être en position dominante, même si elle reste très active, elle s'en sort très bien dans sa défense, perd le combat comme ça, quoi. Il y a beaucoup de combattants comme ça qui sont à l'aise au sol et du coup n'ont pas peur de se faire amener au sol. Malheureusement, ils le payent après au moment de la décision des juges. La suite du programme, c'est effectivement Moussassa, le Congolais, contre Sickness, l'Australien. Attendu au tournant, les deux, Moussassa qui était Contender Series l'an dernier, a vaincu à 8-0, puis après, première défaite, premier round pour son premier combat à l'UFC. Ce gaucher qui a 6 victoires par KO premier round en carrière pro et qui aura ici en plus un avantage d'allonge, contre un Colby Fitness qui lui, ceinture noire de JJB et qui va essayer de le faire valoir, qui est arrivé donc à l'UFC pour en tant que justement faire valoir du frère Topuria pour qu'il puisse rentrer à l'UFC. Et du coup, ça sera sa première défaite en carrière à la décision. Donc c'était à Sydney, encore une fois, à domicile pour l'Australien. C'était pour le 312.
Et quand le combat commence, on va vite voir que Kobe Fitness va se trouver dépassé par le striking de Moussassa. Même si Fitness est très mobile, très vif, pas trop grand chose à son arsenal debout à part des high kicks. Alors qu'en face, Moussassa va travailler beaucoup sur les leg kicks et les crochets, notamment quand ça va en contact en termes de crochet à la relevée et à la rupture, ça va faire très mal à Fitness, mais il va tenir le coup. De son côté, Fitness, lui, va chercher à amener au sol. Le problème, c'est que ses amenés au sol sont très mal exécutés. En plus, il va se heurter à une très bonne défense de Moussassa au niveau de sa takedown defense. C'est un peu un schéma qu'il va y avoir donc du premier round et également au troisième round. C'est là où ça va lui amener la victoire à la décision, parce que quand il va finalement réussir à amener Moussassa au sol, c'est très rare moment-là, il va réussir très bien à le maintenir au sol, à travailler sur du ground and pound. Et Moussassa, même s'il s'en défend bien, même s'il ne se fait pas finir, il se retrouve dominé dans ces phases-là. Ce qui est bien dommage parce que Moussassa fait quand même un très bon deuxième round. On voit qu'il profite bien de son allonge. Il renverse même Fitness 2 fois à la cage. Une cogne dure, un striking solide, des sprawls formidables. Mais voilà, ça ne suffira pas ici. Pour la suite, retour du poids léger, Jamie Mullarkey, l'Australien, qui est à l'UFC quand même depuis 2019, qui arrive à se maintenir selon moi dans le top 25. Il a beaucoup de mal face à certains gros prospects, mais c'est difficile forcément cette catégorie. En face, ce sera Rolando Bedoya qui a fait deux combats, 2 défaites en welter, et donc ici qui redescend, le Péruvien. Le problème, c'est qu'il est sur 3 lose streaks, il avait 2 défaites, donc comme je dis en welter, là il est sur une défaite chez les poids légers en 2024. Donc le voilà, donc 2025 pour ce combat, je sais pas mentalement s'il est prêt à rester à l'UFC, et qu'est-ce qu'il a vraiment à proposer. Un combat qui n'a pas été si passionnant que ça à regarder, faut se l'avouer. On a Mullarkey qui va tourner autour, qui va chercher à envoyer quelques kicks. Il reste dans son jeu, son jeu va s'articuler autour de ses kicks et de son bras avant en général, et de ses changements de niveau. En face, Bedoya qui va envoyer quelques caves, qui arrive bien à acculer Mullarkey, malgré tous les déplacements de ce dernier, qui envoie des bonnes combinaisons une fois qu'il a acculé. Il arrive à faire des bons jabs aussi. Mais voilà, Mullarkey va réussir quand même à amener une phase de grappling très solide là-dessus. Il va bien enchaîner. Bon, malheureusement, après une amenée au sol, il a du mal à transitionner sur l'offensive au sol. Donc, Bedoya arrive à se relever. Il est de nouveau amené au sol. Là, ça va être plus compliqué pour Bedoya une fois que Mullarkey prend le dos, qui est en sac à dos, et qui va chercher à le soumettre. Bon, sans réussite, sans succès, mais on passe au deuxième round. Deuxième round, continue Mullarkey avec d'excellentes feintes. Il va switch, on le voit au début du combat, la première moitié du combat, de toute façon, il va switch pour essayer d'envoyer un overhand, sans succès encore une fois. Quelques combinaisons intéressantes de côté de Bedoya, parce qu'il envoie les kicks pour envoyer un 1-2 derrière, toujours son bon jab. On voit les phases au contact, on est sur du genou du côté de Bedoya. Mais voilà, les ruptures sont plutôt à l'avantage de Mullarkey, qui va envoyer un lourd 1-2. On a quelques phases de clinch cette fois-ci, voilà, la cage. Il se défend bien quand même Bedoya là-dessus. Mais voilà, Mullarkey, certes, son jeu paraît un peu limité debout, mais il arrive quand même à varier les choses, il se répète pas. On a vu ce moment où son bras arrière va partir en uppercut au corps, c'est assez intéressant comme frappe. Et surtout, en plus, ce qui a l'avantage de Mullarkey, c'est ses mouvements de tête qui l'empêchent de prendre des frappes. Donc vraiment, au niveau responsabilité défensive, ça se tient sur ces esquives-là, au niveau des mouvements de tête, et qui suffisent largement contre la plupart des combattants. Malheureusement, il va montrer des signes de fatigue. Et là, Bedoya, c'est malheureux, il a aucune prudence, donc il rompt la distance sans défense et il est puni parce que il se prend un gros crochet du gauche. On passe au troisième round encore une fois, donc là on a un bis repetita sur le premier round, c'est-à-dire que Bedoya va acculer Mullarkey pour envoyer une très bonne combinaison. Bon, forcément ça va pas suffire, Mullarkey est quand même assez solide. Mais voilà, il fatigue, il envoie quand même des bons jabs quand il est acculé, Mullarkey, ce qui va un peu réfréner les ardeurs de Bedoya. Il a beaucoup de mal à imposer quoi que ce soit à Bedoya. Et dans les deepwater, Mullarkey s'en sort bien, parce qu'il temporise bien, en fait, avec différentes armes, les push kicks, les esquives, pas mal de choses, mais il commence à avoir vraiment beaucoup de déchets dans son jeu, et il perd le round là-dessus, parce que la plupart de ses frappes sont à côté, il n'y est plus, alors que Bedoya, lui, le peu de frappes qu'il va envoyer, essaye d'en envoyer le plus possible, parce qu'il sait qu'il a 2 rounds de retard. Il y en a quand même forcément qui vont toucher, il va tenter des choses, le spin back elbow, qui était pas mal. Mais voilà, et donc du coup, Bedoya remporte ce troisième round, selon moi. On est sur un 29-28 pour Mullarkey. Bedoya, pas sûr qu'il aille encore très loin dans le roster, et Mullarkey, il fait son bonhomme de chemin de façon dans le top 25 de la KT, puis voilà. On part chez middleweight après. Premier combat à l'UFC, un premier combat officiel de Cameron Roston, qui nous vient donc des Contender Series
Là, il y a un mois, c'était la 2e semaine de la saison 10. Donc, je vous renvoie du coup au résumé que j'ai fait de cette semaine-là. Donc, il paraît ici, il y a encore slight underdog. Hein. Donc là, c'est contre André Petroski, c'est normal. Petroski, là, a quand même un net avantage d'expérience. Très bon grappleur, il aura bien évidemment moins d'allonge ici, mais il sera beaucoup plus sharp. Roston, de son côté, vient du City King Boxing. Il est sur donc 4 victoires d'affilée. Son palmarès, c'est 11 finishes sur 12 victoires. Pour moi, ça s'annonçait difficile pour lui parce que il a un grappling d'étudiant, selon moi, il n'est pas au niveau. Donc là, c'est sûr que contre Petroski, je me dis que ça va partir en grappe et il va en payer les frais. Donc le combat commence. Alors, Roston sait très bien que il faut qu'il évite d'être amené au sol, je pense. Hein. En tout cas, il se met vraiment à très bonne distance pour essayer d'éviter que Petroski soit au contact et l'amène au sol. Alors c'est une stratégie, hein. Il y en a pour qui c'est l'inverse, il vaut mieux être à close range pour empêcher l'adversaire de shooter de loin. Donc il y a quelques kicks, des middle, il rate des front kicks, il n'arrive pas à envoyer son jab. Il y a des bonnes feintes, mais en même temps, quand Petroski envoie des feintes, il a peur. Hein. Petroski de son côté est plutôt statique au début, il envoie de bons calfs, et puis il voit que il peut dérouler son jeu parce que Roston n'impose pas grand chose. Donc il va chercher à avancer, parfois même en shiftant. Il se cache derrière ses feintes pour mettre la pression. Il switch pour envoyer des kicks. Donc tous les calfs de Petroski commencent à vraiment à se mettre en place. Mais Roston commence à les checker. Petroski qui envoie un middle, du coup, Roston envoie aussi. Petite séquence de petite combinaison sans vraiment d'impact. Hein, c'était ce calf kick de Roston pour envoyer un jab derrière. Le bon high kick aussi qui va dans la garde de Petroski. Petroski qui va essayer de créer du jeu, il va se jeter en avant. Mauvaise idée. Il se fait knockdown sur un check hook, pourtant téléphoné parce qu'il avait déjà préparé son petit crochet du gauche là pour accueillir Petroski. Petroski qui insiste et du coup cette fois-ci il rentre. Roston il connecte très très bien, hein, ça met knockdown du coup Petroski. Puis Roston va essayer d'enchaîner au sol. Alors là je me dis mauvaise idée. Pourquoi tu vas aller au sol ? Oui certes il est tombé Petroski, mais tu peux continuer le combat, essayer de le connecter à nouveau. Petroski n'a pas l'air de vraiment représenter un danger debout, mais il a voulu finir tout de suite le combat. Et bien, grand bien lui en a pris parce que, en fait, il arrive très bien à imposer son grand hand pound. Petroski n'arrive pas à répondre à ça. Il subit trop. Et voilà, fin du combat. Très bonne performance ici de Roston, rien à dire. Déçu de Petroski par contre. Après, on va partir sur Rodolfo Bellato contre Navarro Sterling. Navarro Sterling qu'on suit depuis ce Contender Series l'an dernier. Mais on va parler là ici d'abord de Rodolfo Bellato, un parcours très spécial puisqu'il a été mis KO par Victor Petrino en 2019, qui va de nouveau affronter en fait en 2022 quand il va faire les Contender Series et qui va de nouveau se faire mettre KO par Petrino. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais il devient entre-temps quand même champion de la LFA et c'est après qu'il va arriver au Contender Series en battant Murtaza Talla. Et après, alors, cette victoire sur Potira en 2023 au 2e round, et puis plus rien. Plus rien en 2024, il devait affronter Omar Sy, mais ça s'est pas fait. Et il va revenir en 2025, donc du coup pour 2 combats. Tout d'abord Jimmy Crute, donc voilà, qui n'est pas tout jeune, ça se finit en draw. Et Paul Craig, qui est sur le déclin, on le sait, et que ça se finit en no contest. Donc, là le voilà contre Navarro Sterling, donc un jeune prospect. En face, Navarro Sterling qui part ici favori donc du City King Boxing, encore un que le club essaie de mettre à l'UFC. Il y en a beaucoup depuis un an. Le néo-zélandais invaincu 7-0. Et le combat commence. Donc petite moulinette de la garde de Bellato. Du coup, Sterling assez vif au début du combat. Va en profiter pour envoyer des frappes au corps avec ce in and out très bien. Plus un bon push kick. Et là, le crochet du gauche téléphoné de Bellato. Une esquive parfaite de la part de Sterling, mais qui va rater son changement de niveau derrière. Va du coup avoir droit à des phases de clinch à la cage assez souvent dans ce combat. Pas top du côté de Bellato, pas trop de maintien, il se mange des frappes, il se fait renverser. Sterling plus solide dans ces phases-là. On verra au 2e round qu'il obtient même un takedown là-dessus. Bellato, des gros doutes vraiment sur sa défense en striking. Sterling qui va donc essayer de dérouler son jeu, mais qui devient assez vite moins vif dans son jeu, même s'il a une anglaise très propre. Dans le combat, il va punir les mauvaises distances de Bellato. Premier round par un gros crochet. 3e round, ce sera par un très bon jab. Le problème de l'anglaise de Sterling, c'est qu'elle est très propre, mais du coup, elle devient un peu prévisible. Il commence bien à anticiper les entrées. Bellato, il voit de bons contres là-dessus. Ça part en brawl à la fin du premier round. Très solide Bellato, alors que là, Sterling, on voit qu'il a des lacunes.
Il empathie donc de ce brawl parce qu'il a envoyé une trop longue combinaison, il était trop en confiance. Finit quand même le round avec une 2, très solide. Deuxième round, donc le coin de Bellato, il avait dit, hein, attention, un peu plus tourner autour, attention aux postures. Le brawl, c'est pas mal, faire attention. Sterling, lui, qui va rater quelques front kick, essaie de chercher le high kick. Bellato, vraiment très impressionnant sur ses mouvements de buste, hein, qui lui permettent d'esquiver de bonnes frappes envoyées par Sterling. Donc là-dessus, ça va, mais on repart sur ces phases de clinch, comme je l'ai dit. Des frappes très solides en rupture, toujours de la part de Sterling, on a toujours les mêmes phases. Donc cette fois-ci, comme je disais, là, il a eu son takedown. Et au sol, ça va être pas mal de ground and pound. Bellato va perdre, je pense, le round là-dessus, largement. Mais il se relève, finalement. Hein. Il repousse, puis ça part un peu en bagarre. Il essaye vraiment d'aller à la bagarre pour rattraper son retard. On voit le signe de fatigue chez Sterling. Ça devient un peu hasardeux. Beaucoup de déchets. Il se fait facilement amener au sol par Bellato à la fin du round, mais c'est vraiment la fin du round. Troisième round. Voilà. Signe de fatigue des deux côtés. Il reste réactif, cependant, Sterling. Surtout réactif aux feintes de Bellato. Mais voilà, Bellato, lui, il n'arrive pas à frapper, il n'arrive pas, sauf à part des calf kicks, mais même sa défense, il y a moins d'esquive cette fois-ci. Il s'avance même vers Sterling sans être prêt. D'ailleurs, Sterling qui est beaucoup mieux en brawl sur ce round. Des deux côtés, on va observer du coup des frappes très variées, mais des frappes désespérées aussi. Fatigue faisant. Une décision unanime pour Sterling, là, méritée, et qui reste du coup invaincu à l'UFC. Des prélims sur cette carte australienne sans éclat. Je n'ai pas eu vraiment de révélation là sur ces prélims. Je m'attendais à mieux en fait. Je m'attendais peut-être un peu à trop.